Bonsoir. Ouverture depuis ce matin de l'édition 2020 du Salon agricole et financier Agrifinance. C'est dans la commune d'Abomey-Calavier pour cette 7e édition de l'initiative de la plateforme Agri Profocus. Il s'agit de mobiliser davantage de financement pour les activités agricoles. Nous allons en parler de long en large. Deux clubs du Rotary International, district 9102, se donnent la main pour lutter contre le cancer du sein. Leur cible pour une campagne de sensibilisation, les élèves de CG L'Entente et les bonnes dames de marché de Guadjeté à Cotonou. On fera un tour dans le 12e arrondissement de la capitale économique du Bénin pour en savoir plus. Agbanizon dispose désormais de sa section communale de l'association des fidèles de tronc du Bénin. Un creuset né sur les cendres d'un précédent pour redonner le blason du culte tronc Pétodeka à Lafia au Bénin. L'organisation a déjà ses pieds à terre à Djidja, à Bomey-Boyko. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. L'agriculture est le socle du développement du Bénin. On connaît déjà cette théorie. Mais comment la traduire dans la réalité? Tout le casse-tête est là. Et les membres de la plateforme AgriPro Focus ont songé, entre autres, à définir un salon agricole et financier pour financer les activités agricoles. Une rencontre annuelle qui est à sa 7e édition cette année est ouverte à Abomey-Calavier. Voici le point. Le salon agricole et financier Agrifinance 2020 s'ouvre dans la commune d'Abomey-Calavier. Les échanges de cette 7e édition se font autour du financement du secteur agricole. C'est une initiative de la plateforme AgriPro Focus qui vise plusieurs objectifs exposés à l'occasion par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Le salon agricole et financier est donc pour nous une opportunité pour améliorer l'accès aux ressources financières au profit des exploitants et des entreprises agricoles. Cet événement se voit être un espace d'échange et de partage d'informations qui vise à promouvoir les potentialités en matière de financement de l'agriculture en général et des filières prioritaires du pôle de développement 7 en particulier, dans une optique de démystification du financement agricole en instaurant une plateforme d'échange entre les différents acteurs des chaînes de valeur agricoles. Je voudrais donc féliciter la ATDA et les organisations Agrifinance. C'est important qu'on assiste encore une fois à ce salon parce que pour nous, le financement agricole, c'est très important pour nos groupes cibles, les producteurs, les transformateurs et les exploitants. Cette 7e édition du salon se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement la tribune pour se faire connaître, pour nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et les connecter aux principaux utilisateurs. Ces objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement et le plan stratégique de développement du secteur agricole. Il en est de même pour le plan de développement agricole élaboré par le pôle de développement agricole pôle 7 où nous nous trouvons présentement. Leur réalisation concourt donc à l'atteinte des objectifs du PAG et à ceux du développement durable. C'est ce qui justifie la pertinence du thème de cette édition intitulée « Révolutionner le financement des chaînes de valeur agricoles pour mieux contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ». Au cours de cette édition, un accent particulier sera mis sur le Fonds national de développement agricole, FNDA, mécanisme mis en place par l'État pour promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole en lien avec les pôles de développement agricole. La commune d'Abomey-Calavier est ici représentée par la première adjointe au maire qui a salué l'organisation de cet événement sur son territoire. Plusieurs activités sont prévues au cours de ce salon agricole et financier. Entre autres, des panels de discussion entre experts, des instants de témoignages B2B, des masterclass et l'exposition de différents produits agricoles des acteurs accompagnés par les projets, programmes partenaires de AgriPro Focus. Les microcrédits de retour avec un nouveau nom, microcrédit à l'AFIA. La particularité cette fois-ci est que
Le produit est entièrement digitalisé avec d'autres innovations sur lesquelles Imet Hélène Amoussou revient dans son reportage, elle qui a assisté au lancement officiel du produit. C'était hier à Savet. Suspendu il y a quelques mois, le microcrédit mobile revient sous une autre appellation. Le nouveau projet, dénommé Microcrédit à l'AFIA, est une plateforme web d'octroi et de remboursement des microcrédits interconnectés à 2 opérateurs GSM, MTN et Move, afin de dispatcher les microcrédits dans les comptes des bénéficiaires. Après les tests de fonctionnalité et la réalisation satisfaisante de la phase pilote, les autorités gouvernementales ont procédé au lancement officiel du microcrédit à l'AFIA. Le projet de relance de microcrédit qui fait objet de la présente cérémonie tient compte des insuffisances notées dans les précédentes interventions du Fonds national de la microfinance. L'amélioration du processus de distribution des microcrédits à des taux beaucoup plus abordables et dans des conditions plus sécurisées. Et enfin, la réduction des impayés et de la cavalerie financière. Nous estimons, suite à ce lancement, impacter 20 000 bénéficiaires dans les 6 communes des collines pour un montant de 1 milliard d'ici fin 2021 pour la phase d'extension qui démarrera dans les tout prochains jours. Ce montant sera à plusieurs milliards avec les autres partenaires. La cérémonie de Savet a été l'occasion de faire connaître le nouveau produit au public, particulièrement les potentiels bénéficiaires. Les conditions d'accès ainsi que les caractéristiques ont été communiquées aux populations. Ces dernières, appelées à s'approprier le produit, ont aussi été exhortées à en faire un bon usage et surtout jouer leur partition pour sa pérennisation. Les bénéficiaires, comme le titre le dit, le crédit qui vient à vous, n'auront plus besoin de se déplacer pour percevoir le microcrédit. Ils n'auront aucun frais à payer pour y accéder et pour le vérifier. Ce projet a pris pour nous une toute autre dimension, nous amenant aussi à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir une expérience client des plus enviables aux bénéficiaires. Microcrédit à l'AFIA. Microcrédit comme instrument incontournable d'autonomisation des couches démunies, à l'AFIA comme symbole de prospérité. Le mécanisme qui a été mis en place comporte de réelles innovations qui vont vous simplifier la vie. Tout d'abord, le montant du microcrédit est maintenu à 50 000 francs CFA avec la possibilité de prendre des montants inférieurs. Après le décaissement, vous aurez la possibilité de retirer votre crédit chez n'importe quel distributeur, MTN Money, Move Money, partout sur le territoire national avec 0 francs de retrait. Ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles, le microcrédit à l'AFIA se veut une référence régionale dans le domaine de la finance digitale et l'inclusion financière. Le projet, selon les autorités, aura le mérite de remettre en activité ou d'appuyer tous les bénéficiaires. On va revenir à Cotonou. 38 des 77 communes que compte le Bénin sont désormais en compétition pour un concours initié par le ministère du cadre de vie dénommé Ville propre. Il y a à peu près 40 millions de francs CFA qui sont en jeu à gagner et bien d'autres choses. Le lancement officiel du dit concours a eu lieu hier à Cotonou. Idriss Boukari. C'est depuis l'arrondissement de Semempodji que l'initiative est lancée. Le concours Ville propre qui met en compétition 38 communes du Bénin sur les 77. Le concours est initié par le ministère du cadre de vie et du développement durable à travers le Fonds national pour l'environnement et le climat. Chacune des 38 communes sera notée selon le barème retenu et les meilleurs seront primés. Premier prix. Il s'agit d'une enveloppe financière de 40 millions de francs CFA avec des matériels d'assainissement. Deuxième prix. Une enveloppe financière de 25 millions de francs, plus des matériels d'assainissement. Troisième prix, une enveloppe financière de 15 millions de francs CFA, plus des matériels d'assainissement. Les 5 communes qui succéderont aux 3 premières bénéficieront aussi des lots de matériel d'assainissement. Ces ressources financières seront utilisées par chacune des communes pour la mise en œuvre d'un projet de leur choix. Le concours Ville propre répond à la volonté du gouvernement d'améliorer le cadre de vie des populations
ce qui passe entre autres par une bonne gestion des déchets solides ménagers. Le gouvernement est aussi préoccupé par les défis climatiques et environnementaux inscrits dans son programme d'action. Pour le gouvernement, cette ville durable est une priorité dans un contexte où l'état des villes du pays reste bien en deçà des caractéristiques que j'ai mentionnées ci-dessus. Des progrès substantiels ont été enregistrés grâce à la mise en œuvre du PAG 2016-2021. Pour autant, les centres urbains sont encore marqués par un manque d'attractivité et des dysfonctionnements et par l'inadaptation du cadre de vie et du niveau de service aux besoins de bien-être des populations. J'encourage le Fonds national pour l'environnement et le climat, qui coordonne cette initiative, à garantir la conduite participative, rigoureuse et transparente de cette compétition. Je nourris l'espoir que les communes participantes ne ménageront aucun effort pour une gestion d'ensemble du processus assez claire pour que les résultats escomptés soient atteints. Les thématiques retenues pour ce concours sont entre autres la gestion des ouvrages de voirie et d'assainissement, la gestion des déchets et la salubrité publique, la promotion de la foresterie urbaine, l'éducation environnementale et autres. La compétition est donc lancée et les communes lauréates seront connues dans les jours à venir. Les membres du nouveau conseil d'administration du centre de formation pour l'administration locale ont été officiellement installés dans l'après-midi d'hier. Ils ont été installés par le ministère de la décentralisation et la gouvernance locale pour continuer à renforcer la capacité des acteurs au niveau du développement local. Narcisse Alossé et Rachidi Souberou pour le point. Voici les nouveaux membres du conseil d'administration du centre de formation de l'administration locale CEFAL. Cette personnalité issue des différentes structures du domaine de la décentralisation, nommée en conseil des ministres en sa séance du mercredi 26 août 2020 et investie dans leur mission 2 mois plus tard. Je voudrais me réjouir de l'heureux aboutissement de ce processus consacré par votre installation de ce jour et vous féliciter pour la confiance placée en vos personnes par les différentes structures que vous représentez. Aussi voudrais-je vous appeler à prendre pleinement la mesure des enjeux qui vous attendent au cours des 3 prochaines années dans le raffermissement et le rayonnement du centre de formation pour l'administration locale. 3 ans, c'est la durée de leur mandat au sein du conseil d'administration du CEFAL qui s'est donné pour vision de devenir un centre de référence pour la bonne gouvernance dans le secteur de la décentralisation. Dans leur mission, il y a 2 enjeux. L'amélioration de la performance du centre sur le plan organisationnel, institutionnel et opérationnel, l'opérationnalisation d'une offre de services pertinente, convaincante et dédiée à l'amélioration de la performance de l'administration locale. Votre action doit permettre d'accélérer la mise en œuvre de ces différents chantiers d'importance majeure pour la crédibilité et l'attractivité du centre. Ensemble, réussir le pari de restructuration annoncé depuis peu au CEFAL, un centre créé en 2011 pour assurer le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation en général et des élus et cadres communaux en particulier. Une mission que ces nouveaux membres du conseil d'administration sont appelés à mieux encadrer. La première session de cette année de la commission administrative paritaire du ministère de l'Industrie et du Commerce est ouverte à Abomey mardi dernier. Les membres participants en ont pour 3 jours pour prendre connaissance des documents juridiques et organisationnels de l'organe et mieux les maîtriser. Imet Hélène Amoussou. Au nombre de 10, ils sont membres de la commission administrative paritaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, réunie en session ordinaire à Abomey, la première de l'année. Le groupe va s'approprier les contenus des documents juridiques et organisationnels de la commission, adopter le règlement intérieur et analyser 2 dossiers disciplinaires en instance. Depuis son instauration par un arrêté ministériel en avril dernier, c'est la première fois que les membres de l'organe se réunissent pour démarrer leur mission. La mission
est à la fois noble, exaltante et nécessite la disponibilité et l'investissement de chacun des membres de la commission. Créée par la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, les commissions administratives paritaires remplacent désormais dans chaque ministère le comité sectoriel de dialogue social. L'organe est obligatoirement saisi pour avis et suggestions sur toute décision ou modification des textes portant régime juridique d'emploi du personnel du ministère concerné. L'instance opine aussi sur le tableau d'avancement de grade sur les avantages et récompenses accordés aux agents, l'évaluation du stage probatoire, les examens de recours administratifs en matière de notation chiffrée et d'appréciation des agents, ainsi que les sanctions disciplinaires font également partie des prérogatives de la commission. La mission qui découle des attributions suscitées exige de votre part des qualités professionnelles et personnelles indéniables telles que la probité, l'impartialité, la compétence, la discrétion, l'esprit de sacrifice et la défense de l'intérêt général. Vous avez été nommé sur la base de ces valeurs qui doivent sous-tendre vos actions pour une bonne gestion. Ces travaux démarrés ce mardi vont durer 72 heures. Ils seront sanctionnés par un rapport général et d'autres documents finaux. 2 clubs Rotary se sont mis ensemble pour une campagne plus efficace et renforcée de lutte contre le cancer du sein à Cotonou. Il s'agit des clubs Rotary Cotonou-le Nautile et Cotonou Étoile qui sont allés parler du mal aux élèves du collège d'enseignement général L'Entente et autres bonnes dames du marché Boadjeté à Cotonou. C'est dans le 12e arrondissement de la ville. Teddy Goudala. Séance de sensibilisation sur le cancer du sein au profit des jeunes filles du collège d'enseignement général L'Entente et des bonnes dames du marché Boadjeté dans le 12e arrondissement de Cotonou. C'est une action conjointe du Rotary Club de Cotonou-le Nautile et celui de Cotonou Étoile du district 9102. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre Rose, une période dédiée à la lutte contre le cancer du sein dans le monde. On a essayé de leur dire ce que c'était que le cancer du sein. Ensuite, on a parlé des facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui peut entraîner la survenue de ce cancer du sein-là. Et ensuite, on a parlé de l'autopalpation, parce que le plus gros du message se situe là. Comment je dois palper mes seins? Qu'est-ce que je dois rechercher dans le sein? Et la réponse est, je dois rechercher une boule, je dois rechercher une anomalie de la peau, je dois rechercher un écoulement, une autre boule dans les selles peut-être. Voilà, c'est généralement les signes qui sont annonciateurs du cancer. On leur a posé des questions, elles ont répondu, elles nous ont dit ce qu'elles ont compris à travers le message que le cancérologue à véhiculer. On voulait impacter toute la communauté. D'abord, les femmes du marché. On est allé vers les femmes du marché, les sensibiliser pour qu'elles viennent se faire dépister. Et également les jeunes filles, c'est une grande école, un grand collège. Les échanges ici sont interactifs. Après l'étape de la sensibilisation, ces jeunes filles et bonnes dames ont eu droit à un dépistage gratuit, ce qui leur a permis de connaître leur état sérologique par rapport à ce mal. L'initiative est la bienvenue selon les bénéficiaires qui ont choisi de se faire dépister hors caméra. Moi, j'ai apprécié ça, j'ai beaucoup apprécié. D'autant plus qu'à un certain âge, là, il faut se contrôler, il faut savoir ce qui ne va pas. Dans la grande salle, on nous a briefé un peu sur comment ça va se passer. Les informations ont été données pour connaître mieux la maladie du cancer et comment prévenir. Nous avons voulu saisir cette occasion pour toucher cette cible sensible qui sont nos jeunes filles, pour qu'elles prennent déjà dès maintenant conscience de ce que c'est que le cancer du sein et qu'elles intègrent que ce n'est pas quelque chose qui est irréversible, qu'il y a des méthodes qui existent pour la prévention. Notre objectif aussi, c'est que ces personnes-là, ces filles, ces femmes-là, puissent en parler autour d'elles, à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs parents, parce que c'est la sensibilisation qui va nous permettre de vraiment arriver à contrecarrer cette maladie.
La séance de sensibilisation et de dépistage mise en œuvre par les 2 clubs Rotary est appréciée par le chef quartier de Gbodjetin et surtout le directeur du CEG, l'Entente. Au-delà des mots de soutien et de remerciement, ils exhortent les membres de cette organisation à œuvrer davantage pour l'épanouissement des couches vulnérables. Les professionnels des médias des départements du Mono et du Koufo ont fêté les 24 et 25 octobre dernier. Ils se sont retrouvés à une soirée une sortie récréative sur le Clé-Camé pour une célébration en différé de la Journée internationale de la liberté de presse, édition 2020. Vous le savez, c'est un moment choisi d'ailleurs pour réfléchir et discuter de leurs conditions dans leur boulot. Geoffroy Messin, Florent Dehaut pour le point. Quelques instants de bonheur, de relaxation, de divertissement et de réflexion. Les professionnels des médias officiant dans les départements du Mono et du Koufo se les ont offerts le samedi 24 et le dimanche 25 octobre dernier à travers une sortie récréative. Clé-Camé, dans le département du Koufo, a été pour l'occasion le cadre idéal pour ces journalistes, animateurs, preneurs de son et d'images et autres techniciens. Et on a fait le pour ça. On s'est retrouvés à Poisson-Tomé l'année dernière, Poisson-Tomé à Koleka. Cette année, nous sommes dans le Koufo. Et nous avons vu la mobilisation. Nous sommes très heureux de constater que les professionnels des médias ont accepté communier ensemble, ont accepté échanger et réfléchir sur leurs conditions de vie, nos conditions de travail d'abord. Très bonne impression. C'est pour la première fois que j'assiste à l'événement, alors que nous sommes à la 3e édition. J'avoue que les initiateurs de ces assises ont vu juste. Terminé en beauté et en apothéose, le dimanche, après une messe d'action de grâce célébrée par l'un des leurs, l'abbé Victor Ninou, cette sortie récréative, outre les moments festifs, de communion, de gastronomie, aura été aussi un rendez-vous de réflexion sur journalisme d'hier, d'aujourd'hui et de demain, piste de réflexion pour un meilleur suivi des hommes de presse des départements du Mono et du Koufo. Nous avons pu échanger et partager ensemble les expériences de part et d'autre. Et ça a été couronné par la grande messe d'action de grâce aujourd'hui. Et dans cet hôtel même, eh bien, je ne peux que bénir Dieu pour ce comité-là et pour cette fête de retrouvailles. Cette fête des professionnels des médias est à sa 3e édition. Elle est organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai. Son organisation en octobre cette année est dictée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 que traverse le Bénin et le monde entier. Pour les éditions à venir, je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus mobilisés. Que tous se mobilisent pour les éditions à venir. Parce que notre but, c'est de pouvoir nous retrouver. Et ne serait-ce que quelques jours, quelques instants, pour partager ensemble et échanger. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Grand Popo, où nous allons encore demander à ceux qui n'ont pas effectué le déplacement de Clé-Camé de se joindre dans nous. Grand Popo accueillera la prochaine édition. Des propositions ont été faites aux membres du comité d'organisation qui ont été reconduits dans leurs fonctions pour plus d'efficacité. Ils ont la lourde mission d'organiser une édition 2021 plus grandiose. Voilà pour la fête des professionnels des médias du Mono et du Koufo. On va finir avec un dernier élément maintenant. Les fidèles de la religion Trompeto-Deka Lafia d'Agbaïnzou ont désormais à leur portée des responsables hiérarchiques de l'association pour leurs éventuels soucis. Le bureau communal de l'association des fidèles du tronc du Bénin a été
installés le week-end dernier, après ceux de Djidja, Abomey et Boycon. On va retrouver Imet Hélène Amonso pour le point. Des hommes et femmes venus de l'ensemble des arrondissements de la commune, ils ont rallié le centre-ville d'Agban-Izou pour mettre sur pied la section communale de la CODAT, la confrérie des dignitaires et adeptes de Tronkpeto-Deka à Lafia. Le bureau exécutif d'Agban-Izou s'installe à la suite de ceux de Djidja, Abomey, Boycon, Zapota et Zobodomé. L'objectif visé est d'instaurer une dynamique régionale et une synergie d'action. Nous sommes ici aujourd'hui pour installer le bureau communal d'Agban-Izou. Cette association a comme mission de démasquer et d'empêcher les faux Runongans à s'infiltrer dans nos rangs pour commettre des crimes rituels, voire des sacrifices humains. Après leur désignation, les membres du bureau communal ont été installés. Runongan à Tchefon a été choisi pour présider le groupe. Colliers, bonnets, médailles, chaussures et autres attributs lui ont été remis. Son intronisation témoigne de la confiance et de l'acceptation des autres membres du bureau ainsi que de la représentation nationale de la CODAT. Runongan à Tchefon a désormais la lourde charge de créer la symbiose, assurer la bonne collaboration mais aussi faire le ménage au sein des fidèles et pratiquants du culte dans la commune. Une mission que le nouveau président entend accomplir avec humilité, fidélité et le respect mutuel. Nous vivons dans un monde bizarre où certaines personnes ne veulent plus travailler. Tout le monde veut devenir Hunon. Or, c'est des faux Hunon. Juste pour escroquer les gens, juste pour détruire les foyers des autres. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelques mois, si le nom d'Agban-Izou est connu de tous, ce n'est pas un crime crapuleux. Donc, je lui donne tout mon soutien pour lui dire qu'ensemble, on doit assainir le domaine des cultes traditionnels. Née des cendres de l'association des fidèles de Tron du Bénin, Afitrobe, la CODAT se veut un creuset de rassemblement. Elle ambitionne étendre ses tentacules sur l'ensemble du territoire national. Ce travail de structuration va permettre d'unifier les fidèles et faire respecter les principes minimums du culte Tronkpeto-Deka à Lafia. Voilà donc l'association des fidèles du Dieu Tronkpeto-Deka à Lafia, qui s'enracine d'ailleurs donc progressivement à travers tout le Bénin pour faire renaître le creuset et faire connaître les merveilles de ce vaudou. Vous avez pu lire la ferveur qui a accompagné l'installation de la section d'Agban-Izou après bien d'autres sections, notamment dans les communes environnantes. Les acteurs du monde agricole réfléchissent à trouver de bonnes et intéressantes sources de financement de l'activité agricole au Bénin. Un salon qui travaille depuis 7 éditions maintenant s'est ouvert à Abomey-Calavi pour continuer à réfléchir sur la question. Vous avez suivi la cérémonie d'ouverture du dit salon. Chère population, chefs élus d'activité économique à très petite échelle, le microcrédit vous revient sous une autre forme et surtout sous un autre nom. On l'appelle désormais microcrédit à Lafia. Il a été lancé à Savay. Maître Hélène Amonso nous a tout dit, des détails, intérêts et avantages. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.